Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères pour la suite du cours des ostéopathies raréfiantes bénignes. La fois passée, on avait vu les ostéoporoses. Cette fois-là, notre intitulé dans cette partie, c'est les ostéomalacies. Toujours les supports de tous les cours sont disponibles dans la description. Je vous invite, comme d'habitude, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Ça, c'est le but de ces séries de vidéos. Donc, comme définition, l'ostéomalacie, c'est une ostéopathie raréfiante qui est bénigne aussi. C'est un défaut de minéralisation de la substance ostéoïde. Elle est nouvellement formée, bien liée le plus souvent à une carence en vitamine D. Donc, une ostéomalacie, c'est un défaut de minéralisation de l'os à cause d'une carence en vitamine D. On parle d'ostéomalacie chez l'adulte, on utilise le terme d'ostéomalacie, mais chez l'enfant, on utilise le terme rachitisme. Pourquoi? L'os de l'enfant, il est mou, ça tend à pas se casser, mais à s'incurver. Chez l'adulte plutôt, l'os est dur, donc il tend à se casser, donc on utilise le terme ostéomalacie chez l'adulte, on utilise rachitisme chez l'enfant. Donc en physiopathologie, donc la trame osseuse, elle a des substances fondamentales, elle a une matrice, elle est construite plutôt d'une matrice protéique, une substance fondamentale et des substances minérales qui se sont le cas de la carence dans cette pathologie-là. Donc, comme matrice protéique, ce sont les collagènes, les protéines non collagéniques. Donc, ils vont construire la matrice protéique de la trame osseuse. La substance fondamentale, ce sont les protéoglycanes et la substance minérale. C'est là où le défaut de minéralisation qui va survenir, c'est les cristals d'hydroxyapatite qui représentent 70% du poids de l'os. Et là, c'est la pathologie va survenir dans ce territoire-là, c'est un défaut de déminéralisation des os. Donc c'est facile, un problème dans la minéralisation ou bien dans un phénomène de déminéralisation, ce sont les cristaux d'hydroxyapatite qui vont être le siège de la pathologie là. Ils représentent plutôt 70% du poids de l'os et ça va donner un rachitisme chez l'enfant, je répète, et une ostéomalacie chez l'adulte. Maintenant, la minéralisation osseuse, elle nécessite tous ces facteurs-là. Elle nécessite du calcium, elle nécessite du phosphore, elle nécessite du phosphatase alcaline qui est un enzyme hépatique et bien sûr de la vitamine D, c'est le 1,25 dihydroxycalcitriol. Donc c'est la vitamine D, le phosphatase alcaline, le phosphore et le calcium. Donc une lacune ou bien un manque de un ou plusieurs de ces facteurs-là va donner un défaut de minéralisation osseuse. Donc, soit c'est le manque de calcium, soit phosphore, un trouble phosphocalcique là peut donner de l'ostéoporose. On a de l'insuffisance hépatique, c'est le phosphatase alcaline qui va être défaillant. Et bien sûr, la cause la plus majeure, la cause la plus souvent qui est retrouvée là, c'est le manque d'apport en vitamine D, le 1,25 dihydroxycalcitriol. Donc, ces facteurs-là, un défaut là va donner une déminéralisation osseuse, un défaut de minéralisation osseuse, et l'os là va devenir fragile. Et il va être le siège de fractures qui sont très pathognomoniques chez l'adulte et des ostéos, ou bien du rachitisme qui est souvent retrouvé chez l'enfant. Donc, passons maintenant à la clinique. Donc, le patient va avoir des douleurs osseuses, des fractures pathologiques, des déformations et même des myopathies. Donc, ça, c'est le tableau clinique. On va le détailler maintenant. Premièrement, les douleurs osseuses. Ils sont de type mécanique, faites attention.
J'espère que maintenant vous pouvez faire la différence entre une douleur mécanique et une douleur inflammatoire. C'est primordial, je répète ça toujours. C'est une douleur mécanique d'installation progressive. Donc c'est pas aigu, c'est chronique. Le siège, c'est surtout les régions pelviques rurales et les régions fessières hautes qui sont très fréquentes. Donc ces douleurs osseuses sont très fréquentes bien, à cause de ces lacunes-là, de terrain fragilisé. L'os, il est le siège des douleurs mécaniques d'installation progressive avec le siège qui est les régions pelviques rurales et les fessières hautes. Donc ça, c'est premièrement les douleurs osseuses. Deuxièmement, les fractures qui sont souvent spontanées. Donc les fractures vont être spontanées, surtout dans les branches ilio- et ischio-pubiennes et les côtes. Ce sont les os longs. Et bien sûr, le tiers supérieur du fémur, ça sont les terrains favorisés ou bien les localisations qui sont des points faibles souvent chez l'adulte. Donc les fractures, je répète, sont souvent répandues dans l'adulte, chez l'adulte plutôt. Un enfant va subir du rachitisme, pas du fracture pathologique. Donc le siège, c'est les branches ilio-ischio-pubiennes, les côtes et le tiers supérieur du fémur. Ça nous fait rappel des fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Je vous invite toujours à consulter les cours qui sont toujours disponibles dans la playlist. Les déformations, donc ce sont des formes retrouvées dans des formes sévères, ou bien ces déformations sont très sévères. On a le thorax qui va devenir en cloche, le sternum en carène, la perte de taille des six fosses dorsales. Et heureusement, ils sont rares, mais ils sont des formes sévères. Les déformations là sont majeures. Ce sont six fosses, déformation du thorax, du sternum, la perte de taille. Ça va faire un retentissement sur la croissance de l'enfant, malheureusement. Et comme pathologie musculaire, des myopathies, ce sont des faiblesses musculaires, importance variable. Ça, il est retrouvé dans 10 à 90% des cas. C'est un déficit proximal du muscle fessier, du muscle fléchisseur de la hanche. Ça va donner un syndrome. Ça va donner des signes de syndrome myogène qui est caractérisé par la marche qui est dandinante. Ça nous fait rappel au cours de dystrophie musculaire, bien de pathologie musculaire des myopathies. Je vous invite à consulter ce cours. Il est dans la playlist de neurologie. Donc ça, c'est un tableau clinique typique chez un patient atteint d'ostéomalacie. On a vite terminé avec la clinique. Maintenant, les examens paracliniques. Premièrement, la radiographie standard. Donc, ça va nous montrer une hypertransparence osseuse. Ça va, là, un aspect d'un mauvais cliché. Donc, ça va donner un aspect d'hyperpénétrance. C'est une hypertransparence osseuse, mais cette fois-là, elle n'est pas à cause du mauvais cliché. Là, c'est la raréfaction des trames osseuses. Ce sont des lacunes. Ça va donner une hypertransparence osseuse, l'aspect d'une hyperpénétrance osseuse. Les déformations, on va voir les déformations dans la radiographie standard. Du rachis, on va avoir des fractures vertébrales biconcaves plutôt. Dans le bassin, c'est l'aspect de cœur de carte à jouer. Dans le thorax, il va être déformé en cloche comme on avait vu dans la clinique. Donc, dans la radiographie, on va noter tous les signes cliniques qu'on a déjà abordés dans la plaque précédente. Et ce que vous devez noter bien, ce sont les fissures de Loser-Milkman. Ah, ce sont des fractures très caractéristiques à l'ostéomalacie. Ils sont inconstantes, mais lorsqu'on les voit, ils sont très caractéristiques, mais non pathognomoniques. Donc, ces fissures-là de Loser-Milkman, ils sont très caractéristiques à l'ostéomalacie. Ils vont siéger dans la branche ischio- et iliopubienne, branche iliaque des sacro-iliaques, la face interne des col fémoral. Et ça, vous voyez, c'est une fracture du Milkman, de Loser Milkman.
Là, elle est située dans la branche iliopubienne. Et là, c'est la branche ischio-pubienne. Donc, la grande flèche là, vous voyez, c'est une pseudo-fracture de Loser-Milkman dans la branche iliopubienne. Et là, c'est dans la branche ischio-pubienne, indiquée dans la petite flèche. Donc, c'est très caractéristique, mais elle est inconstante et non pathognomonique aux ostéomalacies. On peut avoir des fractures vraies, donc les fissures de Loser-Milkman. Ce sont des pseudo-fractures. Là, les fractures vraies, ce sont des fractures transversales du bassin, des isolants et du col fémoral. Et ça va donner la gravité de ce syndrome-là, ou bien de cette ostéomalacie. Ce sont les fractures vraies qui ont un risque comme un terrain fragilisé, comme le col fémoral. Ce sont des séquelles sur le pronostic fonctionnel des os et des articulations. Là, vous voyez quelques clichés. Ça, c'est une raréfaction osseuse. Ça, c'est de l'aspect flou. Vous voyez là, c'est l'aspect flou. Là aussi. Donc, ça va donner de l'aspect du mauvais cliché. Donc, les travées osseuses qui sont restantes. Et on peut noter aussi un tassement vertébral à cause de cette ostéomalacie. Donc, comme complication d'ostéomalacie au niveau vertébral, c'est le tassement osseux par la raréfaction des rames osseuses. Ça, c'est la fameuse pseudo-fracture. La fissure de Loser-Milkman, comme on a déjà vu. Là, c'est dans la branche ischio-pubienne. Là, c'est dans la branche iliopubienne. Là, dans la branche ischio-pubienne, ce sont des fissures ou bien des pseudo-fractures. Notez ce terme-là. Le Loser-Milkman, ils sont très caractéristiques de la malacie, de l'ostéomalacie. Là, vous voyez une autre pseudo-fracture de Loser-Milkman dans la scapula. Ah, voilà. Donc, c'est une fissure pseudo-fracture. Donc, ça, c'était les radiographies pendant les ostéomalacies qui sont très caractéristiques et descriptives de la pathologie. Donc, rien n'est difficile là. Une clinique qui se manifeste par des douleurs, fractures, déformations chez l'enfant avec des syndromes myogènes. La radiographie, on va noter l'hypertransparence osseuse, les déformations, bien sûr, l'attitude symphosique, les déformations du rachis et du bassin, et la fameuse fissure de Loser-Milkman. Notez bien qu'elle est très caractéristique d'ostéomalacie et les vraies fractures qui ont posé les gravités devant cette pathologie-là. Donc ça, c'est tout pour la radiographie. On va passer maintenant à la biologie. Donc, les signes biologiques là, ils sont constants au cours de l'ostéomalacie. Donc, au cours de l'ostéomalacie, notez ça bien. Faites attention à tous ces termes-là, tous ces points forts. Ils sont des questions fréquemment répondues au niveau des examens. Donc, comme biologie, au niveau de l'ostéomalacie, ça, vous devez l'acquérir par cœur. On a de l'hypocalcémie, premièrement. On a de l'hypocalciurie des 24 heures. On a de l'hypophosphatémie qui est constante. Un hypovitaminose D, une hyperparathyroïdie secondaire et l'élévation du phosphatase alcaline qui est aussi constante. Donc ça se résume tout ce qu'on a vu dans la physiopathologie. Donc comme trouble d'absorption, on a une hypocalcémie. Plutôt, on a une hypocalcémie au niveau sanguin. On a une hypocalciurie des 24 heures. On a hypophosphatémie. On a vu dans la physiopathologie que le phosphate est nécessaire pour la minéralisation physiologique. Bien sûr, un hypovitaminose D qui sont la cause la plus fréquente. Et à cause de cette hypovitaminose D et l'hypocalciurie, on a une hyperparathyroïdie secondaire. Ça nous fait rappel au cours du trouble phosphocalcique. Je vous invite à le consulter pour mieux comprendre le rétrocontrôle de parathyroïde
Et dernièrement, bien sûr, on a un dysfonctionnement hépatique là, c'est l'élévation des phosphatases alcalines qui est constant. Donc la biologie là, vous devez la retenir par cœur afin de diagnostiquer une ostéomalacie lors des examens biologiques faits. Avant de terminer, on va aborder les étiologies. Donc, l'étiologie la plus fréquente, comme on l'avait dit, c'est le manque de vitamine D, le 1,25 dihydroxyacétriol ou bien la vitamine D3. Donc, soit le mécanisme va être un manque d'exposition au soleil. Quand vous voyez la vitamine D, elle a une synthèse exogène à partir des ultraviolets. Ça nous fait rappel de la biochimie. Donc, premièrement, soit une manque d'exposition au soleil, surtout chez les sujets âgés. On a une malabsorption du vitamine D. Ça peut être d'une maladie cœliaque, maladie de Crohn, une gastrectomie. Donc, toute pathologie d'absorption peut manifester par une malabsorption du vitamine D et une ostéomalacie osseuse. On a l'altération de l'hydroxylation en 25OH. C'est la deuxième hydroxylation qui se fait au niveau hépatique. C'est la cause là, elle est hépatique. Ça nous fait rappel à la physiopathologie. On a déficit de 1-alpha hydroxylase rénale. Donc, deux oxydases font intervenir dans la déshydroxylation de la vitamine D, le 1 et le 25. Le 25 au niveau hépatique. Le premier, le 1-alpha hydroxylase, il est au niveau rénal. Donc, une insuffisance hépatique et une insuffisance rénale peuvent être des causes de troubles de hydroxylation de la vitamine D vers une forme active qui est le 1,25 dishydroxyacétriol. Et dernièrement, une perte urinaire de 25OH vitamine D, ça peut être un syndrome néphrotique là. Donc soit c'est une manque à l'exposition du soleil, ça c'est de l'anabolisme, une mauvaise malabsorption de vitamine D, ça va être décelé dans l'interrogatoire. Donc vous voyez le rôle de l'interrogatoire qui est très important pour la décélation et le diagnostic de plusieurs pathologies. Ça peut être un trouble hépatique, un trouble rénal lors de l'hydroxylation de la vitamine D. Et dernier lieu, ce sont des pertes urinaires à cause d'un syndrome néphrotique le plus souvent répandu. Donc, ça, c'était les étiologies de l'ostéomalacie. Et dernièrement, le traitement, bien sûr, c'est facile. On avait dit que l'hypovitaminose D qui a été la cause la plus fréquente. Donc, le traitement là sera l'apport de vitamine D et de calcium pour balancer ou bien pour compenser le manque là et lutter contre l'ostéomalacie. Donc ça, c'était tout pour la deuxième partie des ostéopathies raréfiantes. C'était l'ostéomalacie. C'était un cours simple, un cours facile. J'espère que la vidéo a été bénéfique. Je vous rencontrerai dans la troisième et la dernière partie de ce cours-là. Restez abonnés pour recevoir ces vidéos-là. Merci pour votre attention et bon courage.